Monsieur Denis, pour faire une déclinaison donc après ces indications de la DRIE et donc de montrer que les services de l'État seront très regardants dans les dossiers. Donc comment, sur un plan plus local, on s'organise pour faire en sorte que cette politique se décline, s'écrive, se décline et ensuite se mette en œuvre. Merci de me donner la parole. Voilà, donc je suis de la DRIEA et on m'a confié la lourde tâche de vous rappeler, parce que je pense que c'est plutôt du rappel, ce que peut faire un PLU ou un document d'urbanisme pour mieux gérer les eaux pluviales. Effectivement, comme il a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Président, les plans de zonage pluviaux et les plans d'assainissement, ce sont des documents qui sont un peu défaillants en nombre hein, pour bien gérer ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la métropole. En revanche, le document d'urbanisme, c'est un document qui est aussi à la disposition des collectivités, qui leur permet beaucoup de choses qui sont pour l'instant un peu inexploitées. Je pense qu'à l'avenir, dans un avenir très prochain, on va voir arriver de nouveaux documents d'urbanisme qui vont intégrer cette préoccupation parce qu'on a beaucoup avancé aussi, parce qu'il y a des gens qui ont pris des risques pour introduire de nouvelles règles dans leur document d'urbanisme et parce que tout compte fait, c'est une préoccupation qui est non seulement actuelle, mais qui est articulée avec d'autres préoccupations, notamment les préoccupations liées au réchauffement climatique, comme il a été dit tout à l'heure par monsieur. Le PLU, c'est d'abord un document qui intègre. C'est un document qui intègre différentes préoccupations dans la formulation de règles, des règles qui visent à occuper, à utiliser le sol sur tout un territoire. Évidemment, ce document d'urbanisme, il a plusieurs objectifs. Il veut atteindre il a plusieurs finalités, mais au fond, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'en fait, on peut imaginer que le PLU peut tout. Beaucoup de gens pensent qu'il peut tout, et on pourrait introduire plein de nouvelles règles. En réalité, il peut des choses, il peut de plus en plus de choses, mais il ne peut pas tout. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un PLU? C'est un ensemble de règles qui portent sur la localisation, la desserte, l'implantation et la hauteur des constructions. Au départ, c'est ça. Mais c'est aussi des règles qui portent sur la quantité et la qualité des espaces libres. En ce sens, il intéresse directement la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, donc, il est important de rappeler, excusez-moi, j'ai oublié de passer la diapo. Par ailleurs, il convient de rappeler que ces règles ne sont pas isolées juridiquement, elles sont articulées avec un ensemble d'autres documents de planification, notamment en Île-de-France, le SDAGE et le PGRI. C'est une articulation qui n'est pas dure, on va dire, puisqu'il s'agit simplement d'un lien de compatibilité entre les documents d'urbanisme et le PGRI ou le SDAGE. Maintenant, à quoi ça sert un PLU? Un PLU, je le rappelle parce que bon, c'est un peu la tâche qui m'est confiée. Un PLU, ça fixe des règles qui sont opposables à des travaux, des travaux de construction, mais aussi des travaux de réaménagement sur les propriétés privées, sur les unités foncières. Il n'a pas vocation, notamment, à prescrire des choses sur le domaine public, de voirie en particulier. Ce que peut faire le zonage pluvial, par exemple, qui, lui, s'intéresse à l'ensemble du territoire et qui couvre aussi bien les parties publiques que privées de ce territoire. Le PLU, donc, il peut avoir pour être entrepris, tous ces travaux, réalisés sur un territoire nécessitent une autorisation de construire, délivrée par la collectivité. Donc, en ce sens, le PLU, il peut avoir un impact fort sur un territoire et nécessairement, si des règles sont introduites concernant la gestion des eaux pluviales, l'impact peut aussi être assez immédiat. Dernière précision, le PLU et le zonage d'assainissement ou le zonage pluvial sont des documents qui sont juridiquement, qui ne sont pas liés juridiquement. Il n'y a pas nécessité d'articuler l'un et l'autre.
même si on peut le souhaiter, et le souhaiter fortement, pour des raisons de cohérence et d'efficacité, même si aujourd'hui le code d'urbanisme dit très clairement que le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU. Donc il est annexé, les pétitionnaires, comme on dit, concernant les constructeurs, sont informés, mais en tant que tel, le zonage pluvial ne s'impose pas à tout constructeur qui dépose un permis de construire. Alors, je rappelle déjà dans un premier temps, avant d'en venir aux règles, qu'il est possible de formuler dans un document d'urbanisme, les principes généraux du PLU. Les principes généraux du PLU qui permettent de garantir une bonne gestion des eaux pluviales. On peut distinguer 3 types de principes. D'abord, il y a la protection des espaces naturels. Le PLU est censé rendre les espaces naturels inconstructibles. Il n'est pas là pour favoriser toute construction sur ces espaces. Deuxième élément fort du PLU, le PLU doit maîtriser l'étalement urbain, ou participer à la maîtrise de l'étalement urbain. Ça, c'est un principe également fort, qui est notamment articulé avec l'adaptation au changement climatique. Troisième principe qui dépend des territoires, mais il peut permettre aussi de prévenir les risques d'inondation en identifiant les zones d'expansion des eaux et en les classant en zones inconstructibles, c'est-à-dire en ce qu'on appelle en zone naturelle dans le jargon des urbanistes. Donc déjà avec ces 3 principes, on peut dire que le PLU il va dans le bon sens. À condition, bien sûr, d'en bien maîtriser les différentes règles. Alors, quelles sont les principales dispositions réglementaires qui peuvent favoriser une bonne gestion des eaux pluviales? Alors, il y en a de 2 sortes. Il y a d'une part une première catégorie de règles qui sont des règles qui permettent d'inscrire dans le document d'urbanisme des équipements publics à réaliser. Alors, quand on pense à la gestion des eaux pluviales, on pense, moi je pense notamment à ce qu'on appelle les bassins d'orage, qui ont une certaine dimension, qui intéressent l'ensemble de la collectivité, qui sont d'intérêt général, et qui peuvent être localisés sur un territoire, inscrits dans un document d'urbanisme, et rendre de fait la parcelle concernée inconstructible ou nécessairement ayant nécessité de tenir compte de ce programme d'équipement particulier. Il vous reste 2 minutes, Monsieur Denis. Bon, j'ai essayé d'aller plus vite, mais il y a 2-3 choses auxquelles je tiens quand même. Excusez-moi. Deuxième chose, donc il y a d'autres types de règles qui sont des règles qui sont attachées à chaque parcelle, chaque unité foncière. Premier point, le PLU peut fixer des normes de surface non imperméabilisées, en plus des normes d'espace libre qu'il peut y avoir dans un document d'urbanisme. Deuxième type de règle, il peut fixer des conditions de réalisation d'installation nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, là encore sur chaque terrain. Et enfin, il peut prescrire des normes dimensionnelles pour les clôtures afin de faciliter l'écoulement des eaux. Un exemple de réaction, c'est le cas du PLU de Paris. Il faut savoir que le PLU de Paris a inscrit des dispositions particulières avant même que le zonage pluvial ne soit adopté par le Conseil de Paris. C'est un point important, ça veut dire qu'en fait le PLU peut aller assez loin en l'absence même d'un document spécifique. Ce qu'il faut mentionner, donc c'est une règle qui a été adoptée en 2016, ce qu'il faut mentionner et indiquer sur la règle qui a été introduite dans le document d'urbanisme, c'est que d'une part, la prescription, elle n'est pas impérative, et que 2, elle ne fixe aucune norme applicable à chaque terrain. Alors pour quelle raison? Je pense que c'est important de le dire. Il faut dire que si c'est écrit comme ça, c'est parce qu'en fait, selon la surface, selon la localisation, selon l'aspect des constructions, il est nécessaire d'avoir une prescription relativement souple qui fasse l'objet d'une interprétation ou une appréciation par les services instructeurs au moment de la réalisation ou de l'instruction. Deuxième chose importante, les règles d'urbanisme ne sont pas des règles de construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire des techniques, des technologies, voire même des matériaux. Voilà. Donc il est important, ce sont 2 documents différents, le PLU et le zonage pluvial. L'un vise à
à mettre en œuvre un projet de territoire. L'autre a un objectif beaucoup plus précis qui consiste à maîtriser ce qui arrive dans les réseaux d'assainissement. Dernier point, ce sont les orientations d'aménagement. Vous avez dans un certain nombre de secteurs ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation. Ce sont des orientations le texte du code d'urbanisme permet beaucoup de choses, on va dire, reste simple. Il permet d'aménager pour tenir compte notamment de cette question de gestion des eaux pluviales, mais plein d'autres choses aussi. On peut dire que ces orientations ne sont pas des règles, ce sont des orientations par définition. Les travaux donc de construction d'aménagement ne sont pas tenus de respecter une norme, mais seulement de ne pas aller à l'encontre de l'orientation principale du secteur d'aménagement. Voilà. Autre chose quand même important, c'est il peut y avoir aussi des secteurs dans lesquels il n'y a pas de règlement, et quand il n'y a pas de règlement ou de règles, seules les orientations s'imposent. Seules les orientations s'imposent. Dans le cas de ces secteurs, il faut préciser quand même qu'il y a nécessité d'avoir un schéma d'aménagement qui localise le programme et les différentes orientations. Voilà, je vous remercie.